Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Créatonic. Aujourd'hui, je suis avec un illustrateur, donc c'est trop bien puisque je suis aussi illustratrice. On va pouvoir parler un petit peu de nos métiers, mais surtout du métier d'Étienne puisqu'on est là pour ça. Donc Étienne qui est illustrateur chez Hourglass Studio, donc avec sa copine Coralie, ils ont monté le studio il y a quelques années. On va pouvoir parler du parcours d'Étienne, de ce qu'il fait aujourd'hui dans son activité, de tout ce qu'il produit, mais surtout de ce qu'il va nous donner dans la formation qui arrive sur Créatonic. Donc bonjour Étienne, comment ça va ? Salut Aurore, ça va super bien, je suis ravi de t'accueillir à la maison. Merci beaucoup. Oui, vous avez vu le magnifique décor brandé Hourglass Studio, mais surtout sur le thème de la Bretagne, puisque nous sommes à Brest. Exactement. C'est la première fois que je viens aussi loin dans la Bretagne. Et je suis contente de découvrir cette ville et surtout cet univers puisque toi tu m'as dit que du coup tu étais née ici et que c'est quelque chose qui t'inspire énormément. On va pouvoir en parler un petit peu. Donc on va commencer par vraiment la première étape. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Ouais, bien sûr, naturellement. Je m'appelle Étienne et comme tu l'as dit, j'ai monté il y a quelques années avec Coralie le studio Hourglass. Donc un studio d'illustration où on est amené à travailler dans différentes activités. On vend nos illustrations sur le site internet des Hourglass. On a fait nos premiers pas dans l'édition récemment où on se spécialise plus dans l'illustration de la littérature jeunesse, on va dire. Et enfin, on est amené à travailler avec des entreprises et plus particulièrement des grandes entreprises, ce qui fera l'objet de la formation sur Créatonic. Ouais, ça va vraiment être le sujet parce que moi, qui suis aussi formatrice pour des illustrateurs débutants, travailler avec les grandes entreprises, c'est pas quelque chose dont tout le monde a envie, surtout quand on commence. Et du coup, c'est un sujet que j'ai envie d'un peu plus populariser et de montrer que c'est pas démoniaque de travailler avec des grosses boîtes. C'est pas un gros mot, non. C'est pas du tout un gros mot et au contraire, ça va être quelque chose de très bénéfique, surtout au niveau, on va pas se mentir, du CA et de la façon dont tu bosses avec tes clients, de la liberté aussi créative que tu peux plus ou moins avoir. Et du coup, ça va être top de pouvoir... Je suis trop contente en fait de pouvoir faire une formation sur ce sujet-là en particulier et surtout que c'est pas quelque chose que tu mets trop en avant sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout, c'est vrai. Sur les réseaux sociaux, en fait, j'aime bien exprimer ce que j'aime faire dans le dessin. Et c'est vrai qu'on s'adresse plutôt à des gens qui ont une sensibilité à l'art de manière générale. On aime bien mettre nos dessins et ce qu'on fait pour nous en avant et qu'on retrouve en général ensuite sur la boutique. Mais c'est vrai que les contrats que j'ai l'habitude d'avoir avec des entreprises, c'est quelque chose que je mets un peu moins en avant et en fait qui est bien plus cloisonné. J'ai vraiment cloisonné ces deux activités. Et du coup, pour pouvoir commencer, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit rappel de ton parcours. Par quoi tu as commencé ? Parce que à la base, tu n'étais pas du tout dans la créa et surtout pas illustrateur. Non, c'est vrai. Alors, je dessine depuis un peu toujours, mais en général, ça se résumait à un dessin sur un coin de table. Pendant les cours, par exemple, quand je décrochais, j'étais celui, il y en a toujours, qui préfère dessiner plutôt que de prendre des notes, ce qui me mettait en difficulté en général. Et j'ai mis du temps à savoir ce que je voulais faire. En fait, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire, et surtout pendant mon parcours, on va dire, scolaire et universitaire. Et je me suis assez rapidement orienté vers la thématique du marketing. Avec laquelle j'avais des affinités et qui me plaisait plutôt pas mal. Et donc c'est pour ça que je suis passé par un parcours universitaire dans un premier temps pour terminer ensuite en école de commerce et intégrer un groupe bancaire au poste de marketing. Donc vraiment rien à voir avec l'activité que j'ai aujourd'hui et je mettais pas du tout à contribution, on va dire, mon coup de crayon dans le métier que je faisais au quotidien pendant ces années-là. Oui, mais c'est quand même quelque chose qui te plaisait. Ça, c'est vraiment une chose que tu m'as dit hier, quand on s'est vu, on a déjeuné ensemble, que toi, c'était quand même un métier qui te plaisait, tu t'épanouissais bien et tu avais quand même appris beaucoup de choses pendant ton expérience en marketing. C'est vrai, et à plusieurs moments, au début de ma carrière, j'avais même envisagé de reprendre des études dans le domaine artistique, des mises à niveau en art appliqué, par exemple. C'est des sujets qui étaient dans le coin de ma tête, mais dont je m'imaginais peut-être reprendre peut-être des études d'art aux alentours de mes 35-40 ans. En fait, je voyais vraiment ça à très long terme, un peu comme un rêve. Mais la réalité, c'est que je mettais pas du tout l'énergie pour y arriver. Et c'est vraiment par hasard, au fil de l'eau, qu'on a commencé à s'apercevoir que certains des dessins que j'étais amené à faire, soit pour moi, soit pour des amis, ils plaisaient aussi à un entourage un petit peu plus large. Et c'est vraiment ce coup de chance, entre guillemets, qui a fait que le fait de montrer ce que je faisais pour moi a suscité l'envie de continuer et de dessiner pas que pour moi et pour mes copains, mais de dessiner pour un peu plus de gens.
Ouais, c'était vraiment pendant que tu étais au boulot la journée, tu étais concentré sur le marketing. Le week-end, tu dessinais un petit peu. Et au fur et à mesure, tu t'es dit, on pourrait peut-être en faire un truc un peu plus gros. Mais du coup, tu as commencé par quoi? Tu as juste à vendre tes illustrations, des images à des amis? Ou tu as essayé de chercher un client sur le côté, voir si ça prenait? C'était quoi les prémices de ton activité d'aujourd'hui? Les prémices de mon activité, en fait, il s'agissait souvent d'illustrations que je réalisais autour de ma ville. Je suis brestois de cœur et j'aime bien mettre ma ville en valeur. Et c'est vraiment ça qui a constitué le départ de mes dessins. Et assez rapidement, je pense notamment à quelques commerçants que j'avais dans mon entourage et qui me faisaient savoir que c'est peut-être des illustrations qu'ils auraient bien aimé avoir dans leur propre boutique. Et c'est un peu comme ça qu'on a démarré avec un commerçant du centre-ville qui m'a proposé finalement que je lui vende des illustrations. Souvent, ça prenait la forme de cartes postales, des cartes de vœux, par exemple. Je me souviens très bien d'un des premiers dessins que j'ai mis en vente. Finalement, c'était ma ville dans une petite boule à neige. Et j'avais pas du tout aujourd'hui le style graphique que j'ai aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai développé plus tard. C'était au contraire assez géométrique, presque architectural, ce que je faisais au début. Et ensuite, j'ai fait évoluer mon style. Mais c'est vraiment comme ça que ça a démarré. C'est sur un coin de table, quelques dessins qui ont plu à des commerçants et qui m'ont donné envie de continuer à en produire. Et du coup, après, qu'est-ce que tu as fait? T'as continué ton CDI et t'as fait une balance au fur et à mesure des mois, ou en te lançant du coup à côté en auto-entrepreneur? Ça s'est passé comment exactement? Alors, la réalité, c'est que j'ai mis beaucoup de temps avant de me projeter sur une activité qui me prendrait plus de temps que effectivement le coup de crayon du week-end ou du soir. Donc, j'ai composé avec mon métier dans le marketing d'une part et mon activité de dessin amateur d'autre part pendant je dirais, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Avant de me rendre compte que y avait de la place pour moi. Et en fait, c'est l'élément déclencheur. Moi, je suis plutôt quelqu'un de prudent. Je suis quelqu'un qui a besoin de temps pour réfléchir. Le changement, je finis par l'accepter, mais il me faut un peu de temps. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un stade où j'avais suffisamment de travail pour me rendre compte que on pouvait imaginer un monde dans lequel on montrait un petit quelque chose et que on pourrait en vivre. Non, c'est hyper intéressant. Et du coup, t'as vraiment passé le cap de quitter ton CDI quand? C'était en 2020, si je dis pas de bêtises? C'est ça. Alors, j'ai évoqué le sujet auprès de mon employeur pour la première fois en 2020. J'ai mis un petit peu de temps avant de quitter mon emploi, mais c'était pas plus mal parce que ça m'a permis de me préparer. Et ça m'a permis aussi de constituer, on va dire, mon premier réseau de clients, parce que j'ai été ensuite amené, on en reparlera peut-être, à travailler avec des entreprises assez rapidement. Mais j'ai eu le temps de me préparer à faire le grand saut. Entre le moment où je l'ai annoncé à mon employeur, le moment où j'ai pu sortir de mon emploi, j'étais déjà prêt. En fait, j'étais mûr pour avoir une activité à temps complet. Et on a pu lancer avec Coralie le studio tel qu'il existe aujourd'hui. Oh, c'est génial. J'adore ces profils un peu plus prudents qui vont pas à pas. T'es pas le seul dans les professeurs de créatonique à avoir eu plutôt ce parcours-là, parce que c'est ce dont on parlait hier. Et on voit beaucoup l'image sur les réseaux sociaux de juste lâchez tout, lancez-vous, essayez d'en vivre à fond. Vous faites 300 mails pour avoir au moins 2 clients qui acceptent de travailler avec vous. Et non, en fait, il existe une autre réalité où on peut y aller pas à pas, faire les choses avec stratégie, essayer de réfléchir un petit peu à une méthode pour pouvoir trouver un petit peu ses clients au fur et à mesure et faire une bonne balance qui surtout, et c'est plus stable financièrement. C'est un scénario idéal et tout le monde n'a pas la chance de l'avoir, ce scénario, et on s'en rend pas forcément compte quand on a l'opportunité de l'avoir. Mais on a quand même un niveau de pression et de responsabilité qui est assez haut quand on se lance en tant qu'indépendant, qu'on soit artisan ou artiste. Et le fait de pouvoir avoir cette transition où on va constituer ses contrats, on va produire, mais sans avoir la contrainte financière, et c'est exactement ça que j'ai vécu, c'est vraiment une opportunité intéressante. La difficulté, c'est que du coup, c'était une période de transition qui était assez fatigante parce que effectivement, quand je rentrais du boulot le soir, je reprenais mon crayon et je me remettais à travailler pour plusieurs heures, quoi. Donc, c'était une période fatigante qui pouvait pas durer non plus éternellement. Et à un moment donné, il fallait faire un choix. Et figure-toi que le premier choix qu'on a fait avec Coralie, c'était de tout arrêter. On s'est dit, OK, on se fatigue trop.
Il nous faut choisir. On est, comme je l'ai dit, on était plutôt des personnes prudentes. On avait d'autres projets dans notre vie personnelle et on s'est dit, OK, on va arrêter Eurglaze et on va continuer nos vies telles qu'elles, ce à quoi elles ressemblent aujourd'hui. Donc on n'a pas du tout écouté ce qu'on avait acté au début. Tu travaillais là-dessus depuis des mois et t'as dit non, c'est bon, j'arrête tout. On s'est imaginé effectivement continuer à dessiner, mais finalement vraiment contraindre cette activité de dessin à l'occupation de nos week-ends. Et c'est quelque chose qui nous aurait plu aussi. Moi, à titre personnel, je me sentais très bien dans ma vie de salarié. C'est pas parce que j'avais plus aucune affinité avec le salariat que je l'ai quitté. Et souvent, je me dis encore, allez, c'est peut-être pour me rassurer un peu, mais je me dis encore que si demain, j'avais pas le choix et qu'il fallait que je retourne dans le salariat, je pourrais le faire. Peut-être que c'est de moins en moins vrai. Maintenant, avec le recul, tu t'es aussi bien habitué à ta vie d'indépendant et enfin. Vous voyez bien comment c'est chez lui, il y a son petit bureau qui est juste là. Enfin, il y a quand même un certain confort d'être en indépendant et de pouvoir gérer ses clients. Surtout qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, t'en vis très bien. Oui. Ça marche bien, t'as beaucoup de clients. Et du coup, moi, j'avais envie qu'on parle un petit peu de ça aussi. Sur les premiers clients que t'as eus, c'était plutôt des petits commerçants. Mais ensuite, t'as voulu aller vers des plus grosses entreprises. C'était vraiment une volonté de ta part ou c'est quelque chose qui s'est présenté et t'as pris l'opportunité ? Je dirais que c'est difficile de répondre précisément, c'est peut-être un petit peu des deux. C'est-à-dire que naturellement, étant salarié dans une entreprise, d'une taille assez structurante, j'avais cette compatibilité et j'apprécie, l'architecture classique d'une grande entreprise avec le service de communication interne, le service de com externe, etc. Et c'est vrai que assez rapidement, à côté de mon activité de dessin où finalement on créait pour les particuliers, j'ai eu envie de proposer mes services à des entreprises. Et c'est sans trop y réfléchir que je me suis tourné vers des entreprises de grande taille avec qui ça a matché parce que justement mon parcours qui était un peu atypique faisait que j'arrivais à communiquer assez facilement avec ces entreprises-là. Ouais, ça a vraiment pris tout ce que tu connaissais de ton ancienne boîte marketing pour pouvoir aller démarcher des grosses boîtes. Ouais. Chose que on n'a pas, c'est pas inné. Non. On ne sait pas forcément faire. Et alors, toi, tu as sorti une méthodologie. J'imagine qu'au début, tu as un peu tâtonné quand même. Ou est-ce que le fait d'avoir, comment t'appelles ça exactement? Un dossier de prospection? Oui, par exemple, c'est un outil de prospection, un dossier de prospection. Effectivement, ça, c'est quelque chose que j'ai précieusement gardé de mon ancien emploi et que j'utilise aujourd'hui au quotidien dès lors que je veux agrandir mon réseau, avoir de nouveaux contrats, de nouveaux clients. Et ça, c'est vraiment la force, je pense, que tu as, qui est dans ta méthodologie pour pouvoir aller démarcher des nouveaux clients. C'est que tu fais un dossier de prospection qui est destiné à ce client-là en particulier. Tu y passes un petit peu de temps, mais au final, ça fonctionne. C'est ça. En fait, c'est vrai que la difficulté quand on est artiste, c'est nous ce qu'on aime, les compétences qu'on aime bien chérir et améliorer, c'est plutôt nos compétences artistiques. Et moi d'ailleurs, j'ai fait un petit peu, je m'y suis pris un peu à l'envers, c'est-à-dire que j'y suis allé avec pas mal d'assurance sur ma posture commerciale, mais en revanche, j'étais très complexé sur ma capacité à réaliser des illustrations, à affiner ma technique, un style que j'avais du mal à stabiliser et que j'ai stabilisé il y a pas si longtemps que ça. Mais en revanche, c'est vrai que c'était assez naturel pour moi d'avoir cette posture commerciale. Et ça, c'est vraiment... j'y pensais, en fait, j'ai mis du temps avant de me rendre compte moi-même que j'utilisais mes réflexes de marketeur. C'est pas quelque chose dont je me suis dit dès le début, ok, je vais mettre ce que j'ai appris dans l'entreprise à profit pour aller en conquête de nouveaux clients dans mon activité d'illustrateur. Mais ce constat, je l'ai fait au bout d'un moment. Je me suis dit, mais en fait, c'est exactement comme ça que je m'y prenais dans mon ancien emploi pour aller chercher des clients. Et cette technique, elle peut fonctionner à l'humble échelle d'un indépendant pour aller justement communiquer et tisser des liens avec des plus grandes entreprises. C'était quoi la première grande entreprise dont tu as eu un contrat? La première grande entreprise avec laquelle j'ai eu un contrat, je dirais que ça va te paraître un peu bizarre, mais c'est le service de bus de la ville dans laquelle j'habite. Okay. Le service de bus dans la ville dans laquelle j'habite s'appelle Bibus. Et donc, en apparence, c'est une entreprise à taille humaine, parce que le réseau de ma ville, il est pas gigantesque. Et cette entreprise, je me suis rapproché d'elle, je lui ai signifié l'envie de travailler avec elle. C'était à peu près au moment des fêtes de Noël. Et le premier projet qu'ils m'ont proposé, il n'était pas très ambitieux, mais j'y ai pris quand même pas mal de plaisir, c'était de réaliser la carte de vœux
de cette entreprise, donc qui allait être adressée aux usagers du réseau de bus de ma ville. Donc ça s'est plutôt très bien passé. La réalité, c'est que cette entreprise, somme toute assez de petite taille en apparence, elle est gérée par une autre entreprise que tu connais sans doute, qui est le groupe RATP, qui lui est une entreprise plutôt de grande taille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des mois, et c'est très important quand on travaille avec des entreprises, l'ambition du premier projet qu'on est amené à faire avec une grande entreprise, souvent, elle est assez faible. Je dis souvent, on rentre par la petite porte. Et c'est vrai. Et c'est pas parce qu'on travaille avec une grande entreprise qu'on va être amené à travailler avec sur des thématiques très ambitieuses. En tout cas, pas au début. Sauf que si le contrat s'est bien passé, finalement, les interlocuteurs qu'on a eus dans une grande entreprise, parce que c'est très cloisonné, les grandes entreprises, là en l'occurrence c'était le service de communication externe. Moi, je suis souvent amené à travailler avec les services de communication interne, on y reviendra peut-être. Ils connaissent pas non plus 200 artistes, ces personnes-là, et quand ils ont rencontré un artiste avec qui ça s'est bien passé, ils vont aussi penser à ce même artiste pour d'autres projets qui sont de plus en plus ambitieux à mesure que ça se passe de mieux en mieux. Et je me suis retrouvé 6 mois plus tard, par exemple, à travailler sur le projet de l'environnement graphique d'un nouveau service de mobilité au Caire, en Égypte, donc qui était grisant. Ah ouais. Et donc tout ça, c'est parti de cette petite carte de vœux que j'ai fait avec mon entreprise locale de bus au début. Ah, c'est génial, le bouche à oreille qu'il peut y avoir effectivement dans les grosses boîtes au final, parce qu'effectivement il y a beaucoup de monde et j'imagine qu'il y a des services qui sont en mode la flemme de chercher, je sais pas, sur internet, sur Insta ou sur Malte. Vous connaissez pas un bon graphiste là, à ses collègues avec qui il a la cantine le midi. Ouais, mais tout à fait. Et ça va super vite au final. Et tout à fait. Et en fait c'est pour ça que moi je suis convaincu que notre vie à nous artistes, elle a plutôt vocation à être de plus en plus simple au fil du temps. Le plus dur, c'est les premières années, quand il s'agit de nous constituer notre réseau, etc. Et en fait, selon la direction qu'on prend, si on prend une direction dans laquelle on est amené ponctuellement, et d'ailleurs, j'y reviendrai, mais c'est pas du tout, je travaille pas qu'avec des grandes entreprises, et c'est super important pour moi. Mais si on prend cette direction-là, effectivement, le réseau qu'on se fait, les personnes, prenons l'exemple d'un chargé de communication dans une grande entreprise avec qui on va être amené à avoir un premier projet, cette personne va se souvenir de nous. Elle va probablement changer de poste et même d'entreprise. C'est super courant dans ces métiers. Mais elle va nous garder précieusement dans son portefeuille de connaissances professionnelles et nous appeler pendant toute sa carrière. Et c'est pour ça que la vie, supposément, en tant qu'artiste, elle devient, et j'en fais le constat, elle devient plus simple au fil des ans. Ah, c'est génial. Moi, je trouve ça très, très cool parce qu'au final, ça fait pas si longtemps non plus que vous êtes lancé. Donc, et que tu as quand même bien développé un beau réseau avec des belles boîtes et des boîtes, parce que là, la RATP, les bus et tout, je peux comprendre que il y a quand même un côté sexy. Là, si je parle à un illustrateur lambda qui commence, bosser pour le réseau de bus de sa ville, il y a quand même un côté un petit peu sexy. C'est cool, ça peut effectivement apparaître dans un espace public, c'est chouette. Mais il y a aussi des entreprises avec lesquelles que tu as bossé, qui, d'emblée, comme ça, quand tu évoques le nom, ça donne pas forcément envie à un illustrateur. Je prends l'exemple de ce que tu m'as dit la première fois qu'on s'est appelé, que tu avais bossé pour une station d'épuration. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai que dit comme ça, c'est vrai que c'est pas un sujet où on se dit je vais me passionner à mettre en valeur une station d'épuration. Et en fait, la réalité, c'est que c'est effectivement la station d'épuration qui était le sujet de l'entreprise de laquelle je m'étais rapproché. Et en fait, c'était un petit peu plus large que ça parce que c'est une entreprise qui s'occupe du traitement des eaux à l'échelle de tout un département. Et donc, leur ambition, c'était de mettre en valeur une de leurs activités principales, qui est finalement d'offrir une seconde vie aux eaux usées. Et donc, d'une part, je me suis plutôt amusé dans le projet parce que c'est assez challengeant, mais en même temps, c'est grisant de se dire comment je vais mettre en valeur un sujet qui est pas très inspirant à la base. Et en fait, c'est toujours possible. Et on s'est rendu compte que cette entreprise, elle avait tout un tas d'autres activités qui sont un peu funky, de la démoustication par exemple, etc. Et on a pu vraiment créer quelque chose d'assez original, je dirais qui est sorti un petit peu du périmètre de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et c'est vrai que cette station d'épuration, en fait, était sous la gestion d'une entreprise de grande taille qui a besoin très régulièrement, que ce soit pour s'adresser au grand public ou que ce soit en interne, d'illustration pour fonctionner. Non, c'est vraiment cool. Et effectivement, la station d'épuration, la première fois que tu m'as dit ça, j'ai fait quoi? Mais le truc qui est impressionnant aussi, c'est que c'est le genre d'entreprise qui ne bosse jamais avec des créas, qui ont des besoins créatifs,
mais qui n'ont pas de contact, qui ne sont pas amenés à bosser avec des créas, des artistes très régulièrement. Du coup, quand tu les sollicites, ils sont en mode « Ah bah oui, dis donc, on avait besoin d'un créa, vous tombez bien ». Alors qu'il y a d'autres entreprises, moi j'ai en tête forcément par exemple les maisons d'édition, qui elles reçoivent des books de créa par milliers tous les mois. Et on dit que l'illustration, c'est hyper bouché, mais seulement dans certains secteurs au final. Ça dépend vraiment à qui tu t'adresses, parce que finalement, il y a plein d'entreprises qui ont des besoins créatifs auxquels on ne pense pas du premier coup. Et c'est exactement ça, mais c'est sûr, on sait tous, moi je me suis déjà dit, en fait, le marché sur lequel je travaille, et je me suis lancé, en apparence, il m'a déjà paru saturé sur certains points. Et la réalité, comme tu dis, c'est que des entreprises, que ce soit des plus grandes entreprises ou des entreprises de taille plus intermédiaire, elles ont besoin de communiquer. Elles ont des actions de communication, que ce soit au grand public, pour leurs clients, ou que ce soit même en interne, passer une certaine taille d'une entreprise, ils ont des besoins récurrents de communiquer, que ce soit des informations pour le bon fonctionnement de l'entreprise, etc. Et ces entreprises-là, on n'y pense pas parce que c'est vrai qu'elles ne brillent pas, pour la plupart d'entre elles ne brillent pas par justement les artistes auxquels elles font appel parce que c'est pas trop dans leur pratique. Et elles ont besoin d'un petit coup de pouce, elles ont besoin qu'on leur signifie finalement les intérêts de travailler avec des illustrateurs pour se rendre compte que bah oui, ça vaut le coup. Et souvent, en fait, il suffit de trouver l'entreprise justement qui n'a pas l'habitude de faire appel à des illustrateurs pour identifier un prospect clairement cohérent et avec qui on a toutes les chances que ça se passe bien. Ouais, c'est génial. Et là, on en parlait un tout petit peu, tu as touché du doigt tout ce qui est autour de la communication en interne d'une entreprise. Ouais. Parce qu'effectivement, moi, je le vois dans mes élèves, il y en a beaucoup qui me disent « mais je peux faire une liste de tous les styles de clients que j'ai envie d'avoir et les styles de projets, c'est souvent la même chose ». Et je leur dis, mais il y a plein de projets illustrés que vous pouvez faire. C'est juste que des fois, on en voit dans la rue, mais il y en a où on les voit pas. Parce que c'est de la communication en interne dans les entreprises. Ça sort pas aux yeux du grand public, mais au final, des illustrations sur des plaquettes, des présentations pour des conférences, des salons d'entreprise, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses que tu fais assez régulièrement, toi, de ton côté. Carrément. En fait, c'est exactement ça. Je dirais qu'une grande partie des illustrations que je suis amené à faire aujourd'hui, elles n'ont pas vocation à être exposées à la vue de tous. En fait, c'est souvent des projets assez intimes à l'échelle d'une entreprise. Pour fêter quelque chose, ça peut être l'anniversaire de l'entreprise elle-même, ça peut être un événement annuel, un séminaire qui a lieu, etc. Et c'est vrai que on peut assez simplement finalement susciter l'envie d'un service de communication d'enrichir la communication qu'ils vont faire autour de cet événement ou de cette date symbolique et de l'agrémenter en fait d'une illustration. Et en fait, en interne, par exemple, avoir une affiche de communication pour un événement, c'est aussi important pour une entreprise qu'un événement grand public qui aussi a besoin d'une affiche. On pense à un festival de musique, par exemple, c'est traditionnellement super important. C'est vrai aussi en interne. Et donc, c'est pas des projets qui vont contribuer à la forte notoriété de l'artiste qui a contribué, mais ce sont des projets souvent qu'on fait dans de très bonnes conditions, sur la base d'une tarification avec laquelle on est à l'aise, parce que c'est nous qui avons décidé d'aller les voir, et donc on peut leur proposer les propres termes avec lesquels nous on est à l'aise pour travailler. Et surtout, si le projet s'est bien passé, on est ensuite amené à travailler sur d'autres projets avec cette même entreprise. Selon toi, qui a bossé et pour des particuliers, pour des petits commerces, pour des grandes entreprises, c'est quoi les avantages de bosser avec une grosse boîte ? Là, tu viens de m'évoquer la question du tarif et la question effectivement de la liberté, dans le sens liberté de projet, peut-être des libertés que tu prends dans le brief. Ça, c'est quoi exactement ? Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages. Il y a plein de bonnes raisons de travailler avec des grandes entreprises. J'ai évoqué quelques intérêts un peu plus tôt, mais déjà, d'une part, quelque chose que j'ai pas dit, c'est quand je fais des illustrations pour moi, par exemple, quand on illustre pour nous-mêmes, moi, par exemple, la thématique qui m'inspire le plus, c'est le voyage. Moi, j'adore les contes fantastiques de Jules Verne, par exemple. J'aime bien retransmettre une scène de voyage, de découverte qui gravite souvent autour de la mer et de mon territoire. Et quand on est amené à travailler pour un client, souvent, ça va être une thématique complètement différente et qu'on choisit pas. Et je trouve qu'on s'épanouit très bien. En tout cas, à titre personnel, je m'épanouis très bien à traiter des sujets que j'aurais pas choisi de mettre en valeur si j'avais choisi le thème.
Donc déjà, d'un point de vue créatif, je pense qu'on progresse et on s'épanouit très bien en ne choisissant pas systématiquement la thématique de l'illustration qu'on va réaliser. Et ensuite, en termes de confort, effectivement, à court terme, quand vous travaillez avec une grande entreprise que vous avez choisi d'aller voir, vous allez pouvoir, finalement, la balle sera dans votre camp pour leur proposer vos éléments de tarification, le cadre de la collaboration. Si, par exemple, des artistes qui apprécient cadrer le nombre d'itérations pendant la phase de réalisation des croquis, par exemple. Moi, ce que j'adore faire, c'est faire un petit peu open bar sur la phase de croquis. J'aime bien cadrer le moins possible et je me dis, c'est à moi de viser juste sur la phase de croquis. Donc je laisse la porte ouverte à tout un tas de retours. En revanche, quand je passe à la couleur, sujet avec lequel je suis d'une part un peu moins à l'aise et qui me prend plus de temps, là je verrouille le sujet, je dis à mon client, la composition c'est acté, on reviendra pas dessus, on pourra faire des changements sur la couleur mais on mélange pas tout. Voilà. Ça c'est mes termes et c'est ceux qu'on peut proposer aux entreprises qu'on a choisi d'aborder et qui ont peut-être moins l'habitude aussi de travailler avec des artistes. Donc elles sont tout à fait ouvertes à entendre les termes d'un artiste qui leur propose de travailler avec eux. Et un autre super avantage de travailler avec des grandes entreprises que j'ai évoqué juste avant, c'est vraiment sur le long terme. On va pouvoir nouer des relations qui sont assez privilégiées avec non pas des grandes entreprises, mais plutôt des salariés dans des services bien particuliers d'une entreprise. J'ai cité l'exemple du chargé de communication tout à l'heure, et c'est vraiment ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on va avoir un interlocuteur ou une interlocutrice ou un petit groupe de personnes qui vont travailler avec nous. En fait, on va co-construire. Moi, par exemple, je co-construis mes croquis avec ces personnes-là. Et si ça s'est bien passé, on va rester professionnellement assez proches. Il n'y a aucune raison qu'on se perde de vue du côté professionnel. Ils vont nous rappeler ensuite qu'ils restent dans la même entreprise ou qu'ils aillent dans une autre après. Et du coup, pour avoir aussi bossé avec des grandes entreprises, je sais que les personnes qui sont dans des services de communication, ils sont tellement pas habitués à bosser avec des créas qu'ils sont toujours hyper enjoués de bosser avec nos types de profils. Moi, je sais que j'avais bossé avec une entreprise qui faisait des robots palettes pour des grosses boîtes, donc très technologie, tout ça, je comprenais pas tout. Mais la nana, elle était tellement contente de bosser avec moi qu'à chaque fois qu'elle m'appelait, « Ah, Aurore, comment ça va ? Ah, ta dernière créa, on l'a affichée en grand dans les bureaux, c'est trop chouette, non. » Et moi, ça me faisait énormément plaisir, quoi. Et elle adorait mon profil et on a été amenés à aller déjeuner ensemble. C'est vraiment créer ce type de relation avec des personnes qui sont en dehors de notre domaine, qui est une vraie relation privilégiée avec des clients, quoi, en vrai. C'est clair. En fait, on a le beau rôle parce que effectivement, on est l'artiste qu'ils appellent pour un sujet et c'est vrai que c'est plutôt enthousiasmant pour nos interlocuteurs et c'est pour ça que ils apprécient par-dessus tout faire des retours sur les croquis. En fait, ils ont autant besoin de s'approprier un croquis, par exemple. Ça, c'est vrai que nos clients parfois sont amenés à nous faire beaucoup de retours dont on se dit que finalement ce sont des détails qui ont pas ou peu d'importance. Des fois c'est vrai, mais en fait on a tous besoin de s'approprier un sujet. Et pour eux c'est un moment plutôt de qualité, le fait d'interpréter, d'analyser un dessin, de faire des retours sur sa composition. Ils ont besoin de pouvoir justement s'approprier le sujet. Et c'est pour ça que j'aime bien justement mettre ça en valeur. Ça fait partie des choses dont ils garderont des bons souvenirs, d'avoir vraiment pu co-créer avec l'artiste. Et ensuite ils en sont très fiers. Et si on leur a laissé ce genre de bons souvenirs, c'est autant de raisons qui feront qu'ensuite ils nous rappelleront. Et c'est vrai que souvent ils n'ont pas ou peu l'habitude de faire appel à des artistes, ou du moins des illustrateurs. Il m'arrive assez régulièrement, par exemple, que certains de mes clients soient plus à l'aise avec la thématique de la photo, par exemple, qu'ils utilisent régulièrement pour mettre en valeur des produits ou des services, un petit peu moins l'illustration. Donc on a vraiment le beau rôle, et on a tout à gagner à rendre ce moment-là le plus agréable possible pour nos clients. Ouais, c'est sûr. Et tu vas des fois rencontrer les clients en direct, en présentiel ? Ah oui, j'adore y aller. Une des particularités de ma clientèle, de mon réseau de clients, c'est que ils sont pas si loin que ça de moi géographiquement. Et d'ailleurs, ça sera un point super important dans la formation sur lequel je reviendrai souvent. Mais du coup, ça me permet aussi d'aller les voir ou du moins au moins une fois, je dirais, en début de projet. C'est important qu'on fasse connaissance et c'est l'image qu'ils vont garder de moi ensuite pour toute la durée du projet.
Et ça m'arrive même assez régulièrement d'aller les voir avant la signature d'un projet. Si je vois que mon agenda il me permet d'y aller et que c'est pas trop loin de chez moi, je vais leur proposer d'aller les voir pour faire connaissance. Et ça multiplie vraiment drastiquement les chances qu'à la fin, finalement, les éléments de tarif que je vais leur envoyer, le devis et la proposition, elles soient validées. Ah, c'est génial. Non, franchement, je pense que c'est un très beau créneau de tenter, en tout cas pour des gens qui ne l'ont jamais fait, de bosser avec ce type d'entreprise parce qu'il y a quand même énormément d'avantages. C'est peut-être moins sexy que de bosser pour un livre en édition, enfin des choses qu'on va pouvoir retrouver en physique dans des magasins grand public, mais ça permet aussi de faire la balance avec d'autres projets. Ça, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de tout ce que vous faites du coup à Hourglass Studio, parce qu'il n'y a pas que ça. Là, on a parlé effectivement beaucoup de projets grandes entreprises, mais au final, c'est pas du tout structuré uniquement sur ce point-là. Non, c'est vrai, pas du tout. C'est vrai que c'est un pan d'activité duquel je prends autant soin que les autres, mais c'est pas non plus effectivement ce qui nous caractérise à 100%. On a une activité qu'on adore également, qu'on adore tout autant, qui est les illustrations qu'on réalise plutôt pour les particuliers et du coup pour nous aussi, parce que là on choisit nous-mêmes les thématiques qu'on va aborder, et comme je te disais, c'est souvent ça va graviter autour de la découverte, du voyage et de la mer. Donc ça, c'est sur Instagram qu'on communique aujourd'hui auprès des gens qu'on touche, tu vois, les gens qui ont une sensibilité pour ce qu'on fait. Et donc là, on se régale parce qu'on est vraiment maître de notre bateau, de la direction dans laquelle on va. Du coup, c'est sûr que j'adore dessiner les phares, par exemple. Je trouve que c'est des symboles qui sont incroyables, qui veulent dire beaucoup de choses. On dessine beaucoup de phares sur Instagram et qu'on retrouve ensuite sur notre boutique en ligne et qu'on peut acheter, et également sur un réseau de distributeurs. C'est-à-dire que notre activité d'illustration, on va dire en direct, les illustrations qu'on fait pour les particuliers, comment on gagne notre vie sur cette activité? En fait, on vend nos illustrations ensuite sur le site, comme je l'ai dit. On maille également un réseau de partenaires qui vont distribuer nos affiches. Et donc, comment ça se passe très concrètement? Vous en avez pas mal en plus maintenant. Et c'est vrai que, alors, c'est un travail de fourmi. C'est un travail de fourmi et qui est moins simple que ce qu'on pourrait imaginer, mais qui est aussi qui est très récompensant. C'est effectivement d'aller chercher des commerçants, ça peut être des librairies, ça peut être des carteries, voilà, qui ont une sensibilité pour ce qu'on fait. Et finalement, de les faire, de les intégrer dans notre réseau de distribution. Ça nous permet aussi de toucher des gens qui nous auraient jamais connus autrement, des gens qui ont peut-être pas Instagram, par exemple. Je sais que ce que je fais touche plutôt pas mal la sensibilité des personnes plus âgées, par exemple, qui, dans certaines de mes illustrations, apprécient la manière dont je peux mettre en avant le patrimoine bâti, par exemple, un phare en particulier qu'ils aiment bien, ce petit côté un peu fantaisiste qui pour eux est assez original. Et donc ces personnes-là peuvent me trouver dans des boutiques qu'ils fréquentent et jamais je les croiserai sur Instagram, par exemple. Ah, c'est top. Et du coup, il y a ça. Donc dans Hourglass Studio, les entreprises et la vente d'illustrations, donc direct ou par des partenaires. C'est vos deux, on va dire, canaux de revenus principaux. C'est effectivement, historiquement, c'était les deux canaux sur lesquels on a démarré notre activité. Et on en a un troisième qui est un petit peu plus récent, qui est celui de l'édition, où on fait nos premiers pas, donc notamment avec Cro-Blanc, dont j'ai pas mal parlé sur le compte Instagram, donc plutôt dans la littérature jeunesse. Et c'est un pan d'activité qui est naissant pour nous, mais dont j'aimerais prendre vraiment soin parce que je me suis passionné plus que ce que je l'avais imaginé à illustrer l'espace d'une 50aine de vignettes. Donc c'est un travail de titan aussi, hein. L'édition, c'est un travail qui est assez dur. Mais je me suis vraiment pris d'affection pour les personnages que j'ai illustrés dans une narration qui est beaucoup plus longue finalement dans un livre que la narration qu'on peut apporter dans un dessin. Et moi, j'adore raconter des histoires. En général, j'essaie, même si c'est l'espace d'une image, d'une illustration, de raconter une petite histoire, d'ouvrir à une certaine forme de différentes interprétations.
quand on est dans un projet de littérature jeunesse ou voilà, quand on est dans l'édition, on raconte vraiment une histoire de bout en bout, on accompagne des personnages et c'est super enthousiasmant pour un artiste de le faire. Donc clairement, ça, c'est une direction que j'aimerais continuer à apprendre à l'avenir. S'il y a des personnes intéressées. Non, mais c'est chouette. Et tu as vu vraiment une différence de relation. Là, on va vraiment parler du côté client entre l'édition, les particuliers, les grandes entreprises. Enfin, ça se passe pas du tout de la même manière. Non, c'est sûr. C'est hyper intéressant. Ouais. Surtout quand tu mets un pied dans l'édition, tu te vois un petit peu comment ça fonctionne. Et en plus, tu fais face à des personnes qui sont ultra habituées à bosser avec des créas. Ouais. Tout à fait. C'est pas du tout la même approche, j'imagine. Non, ça a dû te faire un choc. Le vécu de ma relation avec mon éditrice, par exemple, c'est vrai, il est très différent de celui que je peux avoir avec des clients professionnels ou même avec des particuliers avec qui que je suis amené à croiser, par exemple, dans la vraie vie. Et j'étais beaucoup plus intimidé parce que c'est justement quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc ma rencontre avec l'éditrice et les relations que j'ai pu avoir avec elle pendant les mois du projet, elle était beaucoup plus timide. J'étais plutôt en phase de découverte. Et en fait, je pense que c'est normal et que ça nous concerne tous quand on découvre un milieu. Eh ben, on apprend aussi à adopter une posture avec laquelle on finira par être à l'aise. Mais au début, c'est des mécaniques, comme toutes les compétences, qui s'apprennent et qu'on apprend sur le tas. Et on peut aussi s'appuyer de formation, par exemple, pour les accélérer. Mais j'ai pas du tout eu la même posture avec mon éditrice que celle que je peux avoir avec mes clients professionnels, c'est certain. Non, mais c'est top de pouvoir effectivement toucher des nouvelles choses, des nouveaux domaines. Parce qu'au final, s'enfermer dans un seul domaine, on dit tout le temps la spécialité. Et se spécialiser quand on est créatif, quand on est même indépendant en soi. Mais moi, je pense que c'est bien de se spécialiser au début pour pouvoir être à l'aise dans un domaine. Tu vas passer cette phase de découverte, commencer à se créer son petit réseau de clients et d'être à l'aise dans une certaine spécificité. Toi, ça a été les grandes entreprises, parce que tu avais cet ancien boulot que tu avais fait avant en CDI qui t'a amené beaucoup d'expérience. Et du coup, tu étais à l'aise là-dedans. Et au fur et à mesure de t'ouvrir à d'autres domaines, donc les particuliers et après l'édition. On verra ce qu'il y aura après encore. Mais je suis sûre qu'au bout d'un moment, tu vas être amené encore à faire d'autres projets différents et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Et en peu de temps, au final, en 3 ans, de pouvoir avoir touché tous ces domaines différents, je trouve ça hyper chouette. Moi, je voulais qu'on parle un petit peu des réseaux sociaux aussi. Parce que là, tu l'as évoqué, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Sur Instagram, c'est uniquement pour les particuliers. Le réseau d'illustration avec les fournisseurs que vous avez derrière pour pouvoir vendre ces affiches. Pourquoi tu ne mets pas sur les réseaux sociaux tout ce qui touche à ton travail avec des grandes entreprises ? C'est quoi le raisonnement ? C'est une question intéressante. Je pense que Coralie aurait des éléments de réponse peut-être plus pertinents que les miens. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que ce qu'on fait sur Instagram, c'est vraiment le reflet de ce qui nous plaît à titre personnel. Okay. Et moi qui suis fan de la Bretagne, par exemple, c'est rare que il se passe pas un mois sans qu'on parle de notre territoire. Du coup, on a rencontré des gens sur Instagram qui avaient une sensibilité similaire à la nôtre. Et c'est ce qui nous invite à continuer dans cette voie. On a aujourd'hui des gens dans notre communauté Instagram qui globalement aiment bien ce qu'on fait, mais aussi qui aiment la thématique qu'on traite, l'aspiration au voyage, à la découverte, au trésor qu'on peut trouver un peu partout, les souvenirs de voyage, voilà, toutes ces thématiques, les rappels à l'enfance. Il y a quelque chose d'assez naïf dans ce que je fais quand c'est moi qui choisis mon sujet. Même dans mon style, je dirais qu'il y a une certaine naïveté et légèreté qu'on retrouve pas forcément dans les contrats que je peux avoir avec d'autres grandes entreprises qui, des fois, au contraire, ont besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus corporate, etc. Donc, il peut arriver que j'ai un contrat avec une entreprise dont je sois, à titre personnel, très fier et qui rejoint, qui a finalement des points communs avec ce que j'aime faire sur Instagram. Et donc, à ce moment-là, on va le partager. Okay. Mais c'est vrai que si ça rejoint pas forcément la dynamique et la sensibilité qu'on retrouve sur notre Instagram habituellement, on va pas nécessairement en parler. Et
on se permet de faire ça parce que Instagram, on le voit pas du tout. Et je sais que beaucoup d'artistes utilisent l'outil Instagram comme un moyen très efficace d'avoir de nouveaux clients. Comme un portfolio aussi. Comme un portfolio, exactement. C'est pas du tout le rôle que joue Instagram dans notre modèle d'activité. Et du coup, tu as des clients en entreprise qui sont même pas au courant que vous êtes sur les réseaux sociaux. Exactement, ça m'arrive régulièrement de faire parvenir, par exemple, en fin d'année, quelques illustrations de mon cru à certains de mes clients qui découvrent totalement en fait l'activité que je peux avoir. Et donc ça me permet de leur expliquer ce que je fais, mais c'est pas du tout structurant dans la manière dont je travaille. J'ai pas besoin que mes clients professionnels sachent que j'ai une activité de vente de mes illustrations aux particuliers à côté. Mais je trouve ça hyper intéressant et je tiens à le souligner parce que effectivement on dit il faut Instagram, il faut un portfolio pour avoir des clients, même des grosses boîtes, des professionnels. Et toi, ta méthodologie dont on parlait tout à l'heure avec le fait d'envoyer un dossier de prospection, vraiment de comment tu démarches des clients professionnels, ça ne passe pas par Instagram, ça ne passe pas par des réseaux sociaux. Je le souligne parce que c'est un point très important de la formation que tu vas donner et que je veux absolument que les gens s'en rendent compte en prenant ta formation, qu'il n'y a pas de côté réseaux sociaux. Il y en a, oui, et il y en a, dans les professeurs, oui, mais pas sur la tienne. Et je trouve ça hyper important parce que c'est un point important chez beaucoup d'illustrateurs, chez beaucoup de monde, d'avoir une manière de faire et de trouver des clients qui ne passent pas forcément par les réseaux sociaux. Et du coup, je trouvais ça important de le souligner. Comme ça, tout le monde est au courant. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est pas un outil dont je me sers pour aller découvrir et convaincre de nouveaux clients de travailler avec moi. J'ai une méthode bien particulière qui est celle que je proposerai dans la formation, qui consiste vraiment à identifier nous-mêmes des entreprises sur la base de certains critères que je partagerai et qui fonctionnent assez bien pour moi. Donc il y a vraiment cette première étape qui est de se dire quelles sont les entreprises avec lesquelles il serait pertinent que je travaille, qui correspondent à certains critères que je me suis fixés et qui me permettront moi d'être à l'aise dans la manière dont je vais travailler avec eux et potentiellement avec lesquels je vais pouvoir nouer des relations assez longues. Donc ça, c'est le premier point. Et du coup, donc déjà là, on se rend compte que Instagram, par exemple, n'a pas vraiment sa place parce que pour trouver ces entreprises-là, je vais plutôt me servir de mon territoire que je connais et d'autres outils comme LinkedIn, par exemple, qui est un outil qui peut être assez puissant dans cette phase de recherche parce que notamment, moi, j'aime bien trouver une entreprise, mais j'aime pas m'arrêter là. J'aime bien trouver mon ou ma future interlocutrice. Ça, c'est super important parce que à la fin, quand je vais me présenter, je vais pas me présenter à une entreprise, je vais me présenter à quelqu'un. Une personne. Donc voilà, dans cette phase-là déjà, donc on voit que les réseaux sociaux ont un rôle limité, à part certains de bien spécifiques. J'utilise pas non plus, je tiens à rassurer tout le monde là-dessus, j'utilise pas LinkedIn. Vous pouvez aller sur la page Hourglass Studio de LinkedIn, vous verrez qu'elle est assez pauvre. Alors, Étienne. Je crois que la dernière fois que j'ai contribué dessus, ça devait être il y a 2 ans. Mais c'est quand même un outil qui me sert à titre personnel pour mes études préliminaires à la prospection d'entreprise. Voilà. Et le deuxième pan très structurant dans ma stratégie de prospection, c'est qu'une fois que j'ai identifié des entreprises avec lesquelles je m'en sentirai à l'aise de travailler et dont je pense qu'elles peuvent m'apporter du confort de travail et du travail aussi à l'avenir si tout se passe bien, je vais me mettre dans la peau de cette entreprise. Donc encore une fois, pas besoin des réseaux sociaux. Je vais essayer d'imaginer, de me mettre à la place de leurs problématiques, ce à quoi ils aspirent. Les entreprises, souvent, elles sont assez bavardes, donc il n'est pas très difficile de trouver des communiqués ou sur leurs propres réseaux sociaux, des choses qu'elles ont dit ou évoquées, des événements qu'elles mettent en place, etc. Le but étant que j'apprenne à les connaître dans un premier temps et qu'ensuite je puisse leur proposer, et c'est ça l'objectif de ma démarche de prospection, leur proposer une version de moi qui leur ressemble déjà un petit peu. Et c'est là où je vais aller piocher peut-être dans des projets que j'ai réalisés et qui me semblent compatibles avec des choses qu'ils pourraient avoir envie de faire, voire même aller jusqu'à imaginer, et sans rentrer dans un niveau de production intense, parce qu'il s'agit bien de prospection, mais imaginer déjà des pistes de collaboration, l'idée étant de leur donner envie, de faire connaissance à minima. Le but, c'est pas qu'ils me disent « Ok, on signe » dès que j'ai prospecté une entreprise, c'est plutôt de les inviter à se rapprocher de moi en vue d'identifier un sujet et donc un contrat d'illustration.
C'est vraiment comme ça que je fonctionne et ça n'engage jamais les réseaux sociaux à aucun moment. C'est excellent. Moi, je trouve ça hyper intéressant et je vais suivre aussi la formation. Parce que moi, ma stratégie, c'est totalement les réseaux sociaux. Là, on est aux antipodes au niveau de la manière de trouver des clients. Donc, moi, c'est la création de contenu à fond parce que j'adore ça. Et on me découvre sur les réseaux, avec YouTube, avec Insta, pour venir vers moi derrière. Donc, ils viennent parce qu'ils ont vu mon nom et mon travail en ligne, que toi, c'est le contraire. Ouais, c'est et vrai. je trouve ça hyper important de pouvoir montrer les deux exemples. C'est vraiment ce que je voulais faire de toute façon avec Créatonique. Pouvoir montrer des exemples avec des personnes qui sont dans la création de contenu, réseaux sociaux, qui aiment bien, voilà, comme moi, créer des choses plutôt publiques, mettre sur Internet, et d'autres profils qui n'ont rien à voir avec les réseaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ne sont pas à l'aise avec les réseaux. Toi, t'es quand même à l'aise. Vous êtes tous les deux quand même à l'aise, ouais. Coralie et toi, parce que vous avez quand même une activité sur Insta, tout ça, ouais. Mais c'est pas du tout quelque chose de crucial pour trouver les clients. Non, c'est vrai. Et en fait, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la méthode qu'on a pour prospecter, que ce soit effectivement de bâtir quelque chose de très solide sur les réseaux sociaux, ce qui est une approche qui fonctionne aussi très bien. Il y a des artistes qui fonctionnent aussi sur la base de création de mailing, par exemple, groupés, etc. Moi, dans mon cas, c'est ni l'un ni l'autre. Le temps de prospection, et quel que soit le nom qu'on lui donne, en réalité, c'est bien ça, c'est notre démarche commerciale, elle est coûteuse en temps. Et c'est vrai qu'on choisit ou non d'allouer du temps à cette activité. La bonne nouvelle, c'est que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, au fil des années, ce temps qu'on doit dédier à la prospection, à la conquête de nouveaux clients, il a plutôt vocation à se réduire. Si tout se passe bien, on va se constituer un réseau de clients, quelle que soit l'activité qu'on a, qui feront qu'on aura moins besoin d'aller au front chercher de nouveaux clients. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que si on choisit d'allouer un temps de prospection, dans tous les cas, ce temps, il n'est pas neutre. Ouais. Et la méthodologie dont je me sers, je ne pense pas qu'elle prenne particulièrement plus de temps par rapport à une autre méthodologie de prospection, mais elle prend quand même du temps. Ouais. La différence, c'est que moi, je suis convaincu que la méthode dont je me sers, elle peut s'avérer hyper efficace. Et donc, elle permet un taux de réponse qui est vraiment très élevé. Et c'est plus qu'une méthode de prospection en réalité, parce que c'est une méthode dont je me sers absolument pour tout. Et pas que pour aller voir des grandes entreprises. Par exemple, quand je suis sollicité, ça nous arrive aussi, d'être sollicité par une entreprise. Des fois même, on est en concurrence avec d'autres artistes. Alors, on fait le choix d'y répondre ou pas. Mais la méthode que je vais enseigner sur Créatonique, c'est celle dont je me sers aussi pour répondre à des sollicitations. M'assurer de viser vraiment juste. Et le fait de se mettre dans la peau d'une entreprise, de lui parler d'elle. Et on aime tous parler de nous. On aime bien raconter notre histoire, etc. En fait, l'être humain, on est constitué comme ça. Les entreprises, c'est pareil, elles aiment entendre parler d'elles. Et typiquement, dans mes actions de prospection, c'est pas de moi dont je vais parler souvent en premier. Je vais d'abord me mettre dans la peau de l'entreprise. Les premiers mots qu'elles liront vont les concerner. Elles vont concerner la manière dont moi je les perçois. Et ensuite seulement viendra la partie où moi je me mets en valeur. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui, comme je disais, sont coûteuses en temps si on fait le choix de le faire, mais sont très efficaces. Ouais, c'est top. Après, pour revenir un petit peu sur Hourglass Studio, vraiment sur la structuration, toi, tu as un gros avantage, c'est que vous êtes deux. Ou du coup, on sait de toute manière aujourd'hui que en tant qu'indépendant, n'importe quel métier créatif, donc que vous soyez photographe, illustrateur ou je ne sais quoi, quel métier, on ne va pas passer notre temps à créer. Ça, c'est sûr et certain. L'illustration, ça peut prendre une énorme part de notre semaine, mais ce sera jamais 100% du temps. Donc, si vous êtes débutant, sachez-le dès maintenant, vous n'allez pas passer votre temps à dessiner si vous voulez être illustrateur. Ça, c'est sûr. Mais l'avantage que vous avez, c'est que vous vous êtes mis à deux dans le studio et que du coup, je pense que il y a des avantages. Il doit y avoir des inconvénients aussi, j'imagine, surtout quand on est en couple. Mais ça peut, à mon avis, ça te permet aussi de passer plus de temps à créer et de prendre peut-être davantage de clients que si t'étais tout seul. Ouais, c'est certain. C'est certain que prenons l'exemple finalement des deux activités historiques qu'on a dans notre studio. Finalement, on a d'une part les illustrations qu'on est amené à faire pour des professionnels, ce dont on est en train de parler, et les illustrations qu'on vend sur le site internet. Il est probable, si j'avais été seul, que l'une de ces deux activités n'aurait pas existé. Il est
évident dans ma tête que je serais amené à travailler avec des entreprises si j'étais seul et que je n'aurais pas développé la création d'illustrations pour les particuliers. Ça prend un temps monstre. Voilà, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire. Et donc, c'est vrai qu'être à deux, ça nous permet vraiment de cloisonner certains sujets, et notamment quand on pense à l'illustration qu'on vend aux particuliers, c'est très coûteux. En temps, ça demande beaucoup d'énergie. De mettre en place des réseaux de distribution, des commerçants, de gérer aussi des stocks, de gérer les relations avec l'imprimeur, de gérer tout un tas de choses. Ça, c'est des choses qui peuvent pas se faire en plus d'une activité d'illustration avec des professionnels quand on est tout seul. L'activité que je mène avec les professionnels aujourd'hui, c'est plutôt un périmètre qui est intégralement de mon côté. D'accord. Et c'est pour ça que je suis aussi à l'aise à en faire une formation en m'adressant à des artistes qui sont, je pense, pour la plupart indépendants dans le sens où ils sont en solo. Et c'est l'activité que moi-même j'aurais privilégiée probablement en étant indépendant en solo. Et du coup, c'est pour ça que je suis à l'aise avec la technique dont je me sers. Et j'arrive à trouver le temps. Et c'est vrai qu'on ne peut pas passer 100% de notre temps à produire. Dans un monde idéal, ce serait le cas. La réalité, elle est un peu différente, et autant y prendre plaisir du coup quand on sait que le relationnel, c'est quelque chose qui prend du temps, de communiquer avec nos clients, que ce soit par mail ou par téléphone, ou encore mieux de pouvoir aller les voir ponctuellement quand on en a la possibilité. Déjà, ça c'est c'est déjà une catégorie qui va occuper pas mal de temps dans une activité d'illustration pour les professionnels. On a aussi les fonctions support qu'on doit occuper nous-mêmes. On est vraiment des couteaux suisses quand on est artiste, que sont la réponse à une sollicitation. Il faut formuler un devis, il faut répondre le plus efficacement possible. La méthode dont je me sers aussi me sert à m'assurer qu'un devis que je vais envoyer, par exemple, sera signé, ou en tout cas de renforcer les chances qu'il le soit. Quand on m'appelle pour un devis, je n'envoie jamais un devis sec. Je vais toujours passer par une petite phase. Je vais prendre un peu de temps, plus ou moins de temps selon le temps que j'ai et selon l'envie véritable que j'ai de travailler sur un sujet. Je vais prendre un petit peu de temps sur la base de ma méthode pour essayer de me mettre dans la peau très rapidement de cette entreprise et de ne pas seulement envoyer un devis, envoyer déjà aussi quelques intuitions que je peux avoir. Est-ce qui pourrait me motiver pour travailler avec cette entreprise, etc. Des idées que j'ai eues par rapport à un brief qui m'aurait évoqué, par exemple, rapidement au téléphone, même si je vais pas rentrer dans le vif du sujet et aller jusqu'à faire déjà des premiers dessins. Y passer 5 minutes pour y réfléchir et marquer ses intuitions, même si c'est pas des pistes qui sont suivies après, c'est hyper efficace. Donc ça, c'est des temps où on produit pas. Mais qui sont indispensables, et autant y prendre du plaisir et du coup travailler ces compétences qui sont complètement en dehors du périmètre artistique, mais dont on a besoin aussi en fait. Quand on est indépendant et qu'on soit artisan ou artiste, on est nos propres agents commerciaux. Oui. Et ça, on ne peut pas y échapper. Donc autant y prendre du plaisir. Du plaisir, apprendre à bien le faire pour pouvoir... surtout, je pense que tu commences à y prendre vraiment du plaisir au moment où tu commences à voir les résultats. Que tu commences à avoir des réponses positives et que ça se passe bien avec des clients et tout. Et là, d'un coup, ça devient tellement plus fun de faire des dossiers de prospection. Ouais, tout à fait. C'est vrai que l'un on peut pas faire... on a besoin d'avoir du travail pour nous-mêmes nous épanouir. Et c'est vrai que les deux sont très liés. Oui, totalement. Être à l'aise avec la direction qu'on a pris par rapport à la typologie de ses clients, par exemple, ça veut dire dessiner, par exemple, dans des catégories pour des entreprises qui vendent des produits ou des services avec lesquels on est à l'aise, c'est important. Et en fait, si on n'est pas à l'aise avec le nombre ou la typologie des clients qu'on a, si on n'est pas à l'aise avec le confort qu'on a au travail et dans notre vie personnelle, ça impacte forcément ça impacte forcément notre capacité à produire et être fier de ce qu'on fait à côté, quoi. Donc c'est vraiment pour ça que c'est aussi important aussi, c'est qu'un artiste heureux, c'est un artiste qui a du travail, mais surtout qui a du travail dans de bonnes conditions. Et tu es un artiste heureux aujourd'hui ? Je suis un artiste très heureux aujourd'hui.
C'est génial. Bah écoute, merci beaucoup Étienne. Tu nous en as dit tellement. J'adore Je t'en prie. Toutes ces conversations plus axées business et stratégie chez les créatifs. Bah moi c'est mon credo. Donc là ça m'a régalé. J'ai hâte de voir ta formation et de pouvoir la partager avec vous. Du coup, comme d'habitude, tous les liens sont dans barre de description juste en dessous. Vous avez le lien vers la page de prévente / de vente ensuite pour la formation d'Étienne, du coup, sur le site direct de Créatonic. Vous avez aussi tous les réseaux sociaux et le site de Hourglass The Studio juste en dessous dans la légende. Merci beaucoup, Étienne. C'était ultra intéressant. Et du coup, à très vite dans la formation Créatonic. Et à très vite sur Créatonic. Salut. Salut.